est Rosa Parks. Rosa Parks est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Bonjour à tous. Le potentiel géothermique de la Guadeloupe a-t-il été suffisamment exploré? Comment mieux exploiter cette ressource d'avenir? Des initiatives locales dans ce domaine peuvent-elles voir le jour? Gérald Bougré, entrepreneur et porteur de projet, est l'invité de Franc-Parler. Gérald Bougré, bonjour. Bonjour Monsieur Fondéré. Merci de me recevoir et bonjour à toute la Guadeloupe. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous êtes ici pour nous parler d'un beau projet qui vous tient à cœur et que la Guadeloupe gagnerait à connaître. Il y a visiblement encore beaucoup à faire chez nous dans le domaine de la géothermie, mais pas seulement. Tout à fait. Bien exactement, pas seulement, parce que dans la démarche que j'ai entreprise, que j'ai initialisée il y a une vingtaine d'années, après avoir fait un parcours professionnel particulier, si vous me permettez 5 minutes pour que je résume, oui, parce que sinon les gens ne sauront pas. Je suis un ancien élève de l'école normale de Guadeloupe, je suis originaire de Petit Canal déjà, originaire de Petit Canal, et donc parcours scolaire terminé par l'école normale de Guadeloupe avec M. Zébus, directeur à l'époque, et un de mes copains de promotion avec lequel d'ailleurs on a un projet assez important pour le Nord Grande Terre qui s'appelle Victor Jean Noël. Okay. Et après ce parcours en Guadeloupe, j'ai fait mon service militaire en France hexagonale. Après ce parcours, après ce service militaire, j'ai été sélectionné parce que France Télécom à l'époque, fin des années 70, cherchait des personnes qui avaient fait des études supérieures, relativement élaborées, pour leur proposer d'entrer dans le secteur de l'informatique, puisque l'informatique en tant que secteur important et surtout en tant que métier n'existait pas encore. Et à ce moment-là, on faisait passer des tests très rapidement, des tests psychotechniques élaborés, et ils avaient vu que dans ces tests, j'étais capable de maîtriser un langage machine qui s'appelle l'assembleur, langage binaire, qui me permet de maîtriser les systèmes d'exploitation, l'équivalent de Windows par exemple. Et eux, ils étaient d'autant plus intéressés parce qu'ils avaient à ce moment-là démarré les premiers tests techniques pour mettre en place, déployer le Minitel. Okay. Et ils cherchaient donc des personnes qui maîtrisaient un langage qu'on appelle le langage GMAP, Général Macro Assembleur Programme, de General Electric, parce qu'ils avaient acheté un matériel venant du Dartmouth College, du TSS Exec, et parce que cet operating system avait la propriété sur les grosses machines de pouvoir accueillir un maximum de connexions simultanées, notamment les Minitel et autres. Du coup, France Télécom m'a embauché directement, m'a envoyé tout de suite aux États-Unis, au Dartmouth College, parce que c'est là qu'ils avaient acheté le matériel en question, afin de pouvoir intégrer la dimension IS-25, IS-29M dans l'operating system, sinon les Minitel n'auraient pas pu fonctionner dans les meilleures conditions. J'ai passé 1 an aux États-Unis au Dartmouth College, j'y ai passé d'ailleurs une première année de MBA, Master in Business Administration, parce que déjà j'avais quelques visions de mon futur personnel, professionnel, et donc ayant terminé ces tests-là, d'ailleurs les Américains voulaient me garder, puisqu'ils m'ont même donné une version par amitié du premier compilateur, du premier langage évolué qui existait, qui s'appelle le BASIC. Que j'ai en ma possession et que j'ai donné à mes petites filles. Et donc je suis revenu juste à l'occasion d'un grand événement qui a eu lieu en 81 entre le président Carter et monsieur le président Mitterrand.
Okay. Et France Télécom, en tout cas l'État français, voulait absolument qu'il y ait un maximum de journalistes qui soient présents. Et un monde, on s'en souvient. Avec des Minitel. Et du coup, ils m'ont réquisitionné pour que je sois là à l'occasion de cette manifestation-là, enfin de cet événement-là. Et c'était le sommet. Voilà, et ça s'est très bien passé. Du coup, tout de suite après, j'ai été nommé chef d'un centre informatique de France Télécom. Il y a une centaine de personnes, programmeurs, analystes programmeurs, etc. Et ensuite, ça s'est enchaîné, puisque j'ai été ensuite, et là c'est très important, repéré par le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, par un polytechnicien qui s'appelait Alain Vidard, avec un de ses potes qui était, lui, de l'ingénieur des mines, qui s'appelait Jean-Marie Dubois, et puis un centralien. Du coup, ils m'ont demandé, ils sont venus me chercher pour monter une start-up. On appelle ça start-up aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas là-bas, dont ils m'ont mis président, avec comme objectif de développer des services systèmes réseau exploitation pour tout ce qui était banque, assurance, finance et autres à l'époque, avec une agence sur Paris, Lyon et Marseille. Je suis arrivé là, on a pris des engagements, monté les business plans, etc. Je leur avais dit simplement que je n'allais rester que 3-4 ans parce que je voulais revenir en Guadeloupe pour faire profiter à la Guadeloupe de la maîtrise des technologies, des hautes technologies que j'avais dans des domaines différents que l'informatique traditionnelle, gestion, finance et autres, notamment dans tout ce que j'avais pu appréhender comme la partie automatisation des systèmes permettant de piloter ou de suivre la qualité d'une eau. J'ai travaillé là-dessus avec Madame Cathy Bastaro notamment de la SOGEA. Côté informatique aussi, j'en ai quand même fait un petit peu avec Madame Danielle Célestine à l'époque. Et surtout, j'avais initialisé une réflexion, ce qu'on appelle recherche développement appliqué, dans le domaine de l'énergie et l'eau, pour pouvoir anticiper sur ce que la Guadeloupe pourrait bénéficier à terme en utilisant le couplage de l'informatique. Donc là, beau parcours, et vous êtes là pour nous dire qu'on peut faire beaucoup mieux en matière de géothermie et qu'on peut aussi, en Guadeloupe, produire de l'hydrogène. Tout à fait. Ça c'est clair, net et précis. Alors dans la foulée de ça, il faut savoir dans ça, donc j'ai fait ce travail de recherche au niveau du réseau électrique parce que je voulais, moi, vu mon parcours professionnel, être bien informé de la manière que les choses fonctionnent, pas en surface. Et je me suis fait accompagner pour cette recherche de développement appliqué qui dure encore d'ailleurs 15-20 ans, depuis le début des années 2000, d'EDF. Même j'ai vu la création d'EDF SEI ici en Guadeloupe, et de Norelec Guadeloupe qui avait eu la maintenance de géothermie bouillante avec M. Alain Daubin, qui m'a fait rencontrer M. Louis-Marie Ronchat, qui est un des spécialistes, l'un des experts de géothermie haute enthalpie. Je dis bien haute enthalpie parce que la géothermie, vous avez plusieurs niveaux, basse, moyenne énergie, et la haute enthalpie, la nôtre, par ailleurs. Et eux, ce couple-là, en tout cas, ces personnes-là, avaient réussi à faire fonctionner, là où les Américains n'avaient pas réussi, les Italiens, les Islandais, etc. Eux, ils ont réussi à faire fonctionner géothermie bouillante de 1996 à 2002 avec 98% de disponibilité. Voilà. Et dans la foulée de ça, ils ont, il y a un certain nombre de problèmes qui sont apparus. La petite équipe qui l'a fait fonctionner n'était plus là. Et du coup, c'est parce que cette équipe-là n'était plus là que la centrale a commencé à dysfonctionner. Du coup, EDF, qui était dans le capital, s'est retiré petit à petit. Et le BRGM s'est retrouvé à devoir gérer ça tout seul. Et il a commencé à y avoir un paquet de problèmes. Et au moment où ces problèmes sont arrivés, j'étais en train de continuer de faire le travail qui va bien pour l'analyse du réseau électrique. On dit d'ailleurs réseau électrique pour les zones non interconnectées, parce que lorsque vous êtes dans une zone non interconnectée, il faut le savoir, il faut que les Guadeloupéens le sachent, vous avez des problèmes que n'ont pas les pays qui sont eux connectés comme l'Europe. Et à ce moment-là, donc on a pu voir comment on commençait à entendre parler des problèmes de géothermie bouillante. Je me suis rapproché du maire de l'époque, M. Malo. On a fait tout un certain nombre de travaux qui ont été, dont les comptes rendus existent dans les conseils municipaux de la ville de Bouillante entre 2008, 2009, 2010, pour bien leur faire comprendre quelle était la nature des enjeux, comment ils pouvaient se sortir des problèmes. Et à ce moment-là, le commissaire européen, qui se posait aussi des questions, parce que l'Europe avait financé la partie expérimentale de géothermie bouillante, parce qu'au passage, il faut que vous sachiez que les premiers forages d'exploration pour faire en sorte pour la phase expérimentale a démarré en 1962. Et que donc, indirectement, les finances guadeloupéennes, les finances françaises et le Guadeloupéen contribuable a financé cette phase expérimentale et tout ce qui s'est passé derrière. Et du coup, Johannes Hall nous a demandé de venir à Bruxelles. Avec un projet, on lui a envoyé les informations entre-temps. Le 15 février 2012, à 16h, j'étais devant le commissaire européen Europe
M. Johannes Hahn, qui était accompagné de M. Patrice Bayeux, qui était son directeur de cabinet, et d'un directeur de recherche qui s'appelait M. Olivier Brunet. Oui. Ils nous ont donné quitus. Et lorsqu'ils nous ont donné quitus, ils ont envoyé tout de suite un email à la région Guadeloupe, à M. André Bon, Mme Vanessa Vec, en 2012. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais entendu parler d'eux. Et on a continué à travailler avec EDF sur cette partie géothermie précisément, au Tantalpi, pour voir jusqu'où on pouvait aller avec cela. Et c'est là qu'on a fait ce travail de recherche pour sortir la géothermie de 4e génération, okay, qui permet d'exploiter la ressource dans des conditions environnementales, écologiques, excellentes, puisqu'on ne touche pas du tout au sous-sol, parce qu'il y a une sonde géothermique qui va là où on a foré pour aller se mettre en contact de la chaleur, ramène la chaleur, on n'injecte pas de l'eau, on n'a pas de problème de réinjection, on ne fracture pas des roches, ni quoi que ce soit. Et du coup, EDF, au vu de ces technologies, au vu des réunions qu'on a eues, nous a signé une lettre d'intérêt pour nos technologies de 4e génération, okay, et dans la foulée, après avoir vu un certain nombre de formations par rapport à la PPE de Guadeloupe, nous a préparé un exemple de contrat de rachat d'électricité qui permettra donc de sortir des investissements et des retours sur investissement, surtout les retours sur investissement qui vont bien. Alors concrètement, où en êtes-vous dans le montage de ce projet? Ce projet, c'était la première grande phase qui a été amenée jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit. Ensuite, maintenant, on en est au fait qu'on a présenté tout cela, tous ces éléments-là, différentes personnes qu'on a rencontrées. Le maire de la commune, comme je l'ai dit, aujourd'hui, M. Abelli est dans la dynamique pour faire en sorte qu'il y ait une société qui s'appelle CACEWIS, Caribbean World Energy Economy Sociale et Solidaire, puisse exploiter la ressource dont on a prépositionné le site qui se trouvait du côté de la Pointe de la Lézarde pour sortir, dans un premier temps, on prévoit une puissance de 100 MW de puissance installée pour la partie électricité et pour la partie hydrogène, une vingtaine de mégawatts par ailleurs, qui ferait de nous l'un des plus grands producteurs d'énergie, d'hydrogène d'ailleurs, puisque ce qui est important aussi de savoir par rapport à la géothermie, alors j'en profite aussi pour le redire, c'est que le solaire photovoltaïque et l'éolien étant jugés intermittents, et je reprends le terme d'EDF, EDF parle de ces énergies-là, parlait en tout cas de ces énergies-là comme des énergies fatales. Même si entre-temps, parce que ça a duré un certain temps, on a mis en place des systèmes de stockage, ils sont suffisamment pas élaborés aujourd'hui pour répondre aux besoins, dont le besoin principal, d'avoir l'équilibre offre et demande sur le réseau électrique en permanence, ce qui génère évidemment énormément de problèmes. Alors que la géothermie, bien évidemment, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en plus, le solaire, vous avez un taux d'ensoleillement qui fait que vous ne pouvez pas dépasser ce taux d'ensoleillement. Vous avez du soleil pendant un certain temps de l'année, alors que la géothermie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette géothermie, comme on arrive à avoir un prix de revient et un prix extrêmement intéressant par rapport à la vente d'électricité à EDF, puisque je vous signale qu'ici, ça aussi c'est un problème important qu'il faut que nos compatriotes sachent, la péréquation tarifaire qui existe, un dispositif qui risque de sauter, parce que monsieur le président de la République, quand il est arrivé, il a demandé une revue des dépenses, et dans cette revue des dépenses, comme la péréquation tarifaire, le dispositif qui nous permet de payer l'électricité au même prix qu'en France hexagonale, il a, au fur et à mesure du temps, ça a eu des dérives, et ils ont sorti une étude 2017 M015, dans laquelle ils disent que la péréquation tarifaire, enfin les experts, les ingénieurs qui travaillent là-dessus pour lui, ont dit que la péréquation tarifaire est déficitaire, génère des surcoûts, les surcoûts c'est l'État qui les paye, donc à un moment ou à un autre, vous savez comment ça se passe, quand les politiciens posent des questions là-dessus, on peut se dire ça nous pose des problèmes, on le fait sauter. Et vous imaginez bien, si on fait sauter ça aujourd'hui, ça veut dire que les factures d'électricité des Guadeloupéens, enfin de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et autres, parce que c'est des zones non interconnectées, seraient multipliées par 5. Et j'ai demandé, dans l'opération qu'on a faite avec la société civile guadeloupéenne et certains représentants, collectif Justice Guadeloupe, avec Mme Marilène Dulis et quelques autres, pour demander à ce qu'on a écrit au président, ils ont écrit au président de la République, ils ont écrit aux députés, ils ont écrit à tout le monde pour dire qu'il fallait voir dans quelle mesure il était possible ou pas de constitutionnaliser la péréquation tarifaire pour qu'il n'y ait pas, à l'occasion d'un changement de majorité, des gens qui disent les Guadeloupéens, les machins, etc. Voilà. Revenons sur votre projet. Cela suppose quel volume d'investissement? La partie liée à la géothermie, c'est 252 millions d'euros et la partie hydrogène, c'est 50 millions.
Mais je vous rappelle que dans les business plans, on prévoit, et les business plans, on peut se caler sur ce que fait Géothermie Bouillante par ailleurs. Géré maintenant par les Américains en technologie, pour ne les citer que, réalise près de 7 millions d'euros de bénéfices depuis qu'ils ont racheté, alors que c'était les Guadeloupéens qui devaient avoir cette centrale-là, 7 millions d'euros de bénéfices en moyenne depuis qu'ils l'ont racheté. Vous imaginez ce que ça aurait pu servir, notamment pour les personnes qui sont en misère sociale absolue et pauvreté absolue. Donc voilà. Et ce que beaucoup de gens me disent, j'anticipe ce que vous allez me dire, où vous allez prendre l'argent. Eh ben, je répète encore une fois, excusez-moi de redire ça, qu'aujourd'hui, le contexte comment dirais-je, d'investissement dans certains projets industriels d'importance, dès lors qu'ils sont orientés écologie, environnement et autres, l'ONU a mis en place, lors de la conférence de 2009, ce qu'on appelle la finance verte, la finance durable et tout. C'est un écosystème dans lequel il y a aujourd'hui plus de 35 000 fonds d'investissement. Parce que les gens, ils ont senti, vous savez, les investisseurs du monde entier, ils sentent où ça va du bouger, business à faire, etc. Et dès lors que vous avez un projet qui tient la route, l'autre tient la route parce que EDF, le gestionnaire de réseau, l'a confirmé, et ben, nous pouvons aller lever les fonds qui vont bien sur les marchés financiers internationaux et faire en sorte que, bon, on peut demander à l'Europe, les FEDER, les etc. Mais j'ai déjà dit aussi à des gens, lorsque vous demandez des subventions pour un projet industriel ou un projet d'importance à une structure, si cette structure, pour des raisons X ou Y ne vous encadre pas trop bien, eh ben, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben oui, vous allez recevoir l'argent dans 3 mois, c'est pas 3 mois, c'est 6 mois, c'est pas 6 mois, c'est 1 an, c'est pas 1 an, c'est 2 ans, et vos projets peuvent mourir comme ça. Donc, ça pourrait être financé par les fonds internationaux. Alors, j'en profite aussi pour rappeler quelque chose d'assez intéressant. Pendant toute la période où on a travaillé pour le rachat de Géothermie Bouillante, qu'on va racheter avec les Guadeloupéens, ça c'est sûr, on y arrivera. En tout cas, je me suis fixé ça comme objectif. Et ben, nous avons été appelés pendant toutes ces années par pratiquement tous les grands investisseurs internationaux. Je ne les ai pas appelés, M. Foundéré. C'est eux qui m'appelaient. Et dès lors qu'on avait signé un NDA, un Non-Disclosure Agreement par ailleurs, qu'on avait vu synthétiser les business plans, à chaque fois, ça se terminait par des propositions, comment dirais-je, de prêts et autres pour la suite. La dernière offre que j'ai eue, vient de Bahreïn. Bahreïn nous a dit, après avoir analysé le truc, eux qui m'ont appelé, ils seraient prêts à faire un prêt de 2 milliards de dollars. Ah oui, quand même. C'est pour ça que je vous dis, et ces personnes-là nous appelaient, et M. Foundéré, toutes ces personnes connaissent Géothermie Bouillante. Tous les investisseurs du monde entier, ceux qui sont à l'affût des opportunités, connaissent Géothermie Bouillante. Et vous imaginez bien, lorsque on voit comment ça se passe au niveau de nos compatriotes, surtout avec les problèmes qu'il y a, on se dit il y a un problème. Et dernier élément que je vais vous parler aussi, c'est que j'ai été invité dans un webinaire dernièrement par l'ADA et puis la préfecture qui faisait un webinaire sur la transition durable dans les Caraïbes. Il m'avait invité, connaissant mes compétences, et M. Julien Lafont de la direction énergie et eau avait fait tout un certain nombre d'indications sur le travail que j'avais fait, ce que je disais, jusqu'à quel point c'était vrai. Et à la fin du webinaire, on a présenté sur Canal 10, M. Philippe Voitiot, directeur du développement durable, je ne sais plus trop, de la préfecture, a dit que concernant l'hydrogène, les Guadeloupéens étaient des Qataris en puissance. Oui. Quelqu'un de la préfecture dit que concernant l'hydrogène, les Guadeloupéens sont des Qataris en puissance. Vous connaissez, pour la petite histoire, les Qataris, le PIB, enfin l'équivalent du PIB des Qataris, c'est près de 157, je crois, milliards de dollars. Les Guadeloupéens qui souhaiteraient se lancer avec vous dans ce projet peuvent le faire? Comment? Ah oui, tout à fait. Eh bien, justement, nous avons démarré une démarche pour trouver des personnes à même de s'organiser, de se structurer elles-mêmes dans cette dynamique-là, pour créer une société coopérative d'intérêt collectif, comme ça existe en France. En France, vous tapez énergie partagée sur votre moteur de recherche, il y a des centaines, des milliers de citoyens qui s'investissent
s'intéressent à la planète, qui veulent gagner un petit peu de sous, qui se mettent avec des porteurs de projets, sur la photovoltaïque et éolienne, parce qu'il n'y a pas les mêmes problèmes, et pour pouvoir, donc, au travers d'une société coopérative d'intérêt collectif, qui peut être qu'on appelle des entreprises à mission, pour pouvoir aider à ce que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre, ce qu'elle a promis avec les accords de Paris. 195 pays ont signé les accords pour pouvoir globalement réduire les gaz à effet de serre dans tous les pays. Et nous aurions d'autre part d'autres richesses, très probablement celles dans l'hydrogène, parce que dans les aquifères qui sont aux alentours dans le sous-sol, aux alentours de cette chaleur, on a ce qu'on appelle les possibilités d'avoir du lithium, qui sert pour les téléphones, les batteries des téléphones portables, pas très écologique, mais c'est comme ça. J'ai aussi vu avec un certain nombre d'ingénieurs guadeloupéens qui travaillent sur d'autres projets d'infrastructure qui doivent permettre d'endiguer, ou en tout cas de récupérer, d'absorber tout le chômage des jeunes et de par ailleurs, qui avaient comment dirais-je, je savais déjà, mais ils m'ont précisé, ils m'ont envoyé des informations là-dessus, on travaille aussi là-dessus, tout ce qui est hydrothermal, pratiquement dans toute la Guadeloupe, il y a des sources hydrothermales, voilà, et ainsi de suite. Et donc, ils sont invités à se faire connaître au travers. Alors, il y a une manifestation qui va avoir lieu avec Madame Bougarel et un certain nombre de personnes, Tony Félix et autres, au Centre des Arts, un lieu symbolique. Il y a des festivités qui ont commencé depuis hier, aujourd'hui et demain. Et à l'occasion de cette manifestation, nous serons présents et il y a une conférence sur ces aspects dont on parle aujourd'hui et pour lequel on va encore donner des informations, dont les intentions de souscription, pour qu'au moment où on va mettre en place quelques temps avant de mettre en place les unités industrielles en question. Alors aujourd'hui, on va déposer le dossier pour demander le forage et là on va avoir une sacrée surprise. Puisque, enfin, je l'avais déjà vu en 2009, j'avais déjà dit aux instances politiques, attention, il y a un problème là. La France, la gouvernance nationale, en 2009, après le LKP, ils ont signé un décret, donc pas de l'Assemblée nationale, quoi que ce soit, pour confier à la société Géothermie Bouillante une concession de 50 ans des gîtes géothermiques sur 24 km² dans et autour de Bouillante. Et l'endroit où on doit forer, nous, pour pouvoir mettre en place notre unité industrielle guadeloupéenne, je sais pas ce que je dis, production d'hydrogène, se trouve là-dedans. Donc, lorsqu'on va déposer le projet final pour demander l'autorisation de forer à la préfecture de Guadeloupe, il y a 9 chances sur 10 que la préfecture nous dise c'est pas eux. Il faut demander à la société Géothermie Bouillante, qui est détenue par les Israélo-Américains à 60%, et qu'on doit donc indirectement demander aux Américains, aux Israélo-Américains, l'autorisation d'aller forer notre propre sous-sol. Oui, il va falloir batailler donc. Il va falloir batailler. Mais je fais confiance à mes compatriotes, ils savent batailler par rapport à d'autres problèmes, etc. Et ben, j'espère que là, compte tenu des enjeux et pour lequel dans les sociétés, la société qui doit exploiter la géothermie, celle qui doit exploiter l'hydrogène, il y a des actions et des parts sociales qui sont dédiées à la SCIC dans laquelle tous les Guadeloupéens, moyennant 1 euro minimum, ben, s'ils peuvent mettre 50, 70, tant mieux par ailleurs, ils pourront donc le faire et participer au développement de ces sociétés en étant dans le capital. Ce n'est pas simplement pour récupérer quelques subsides à gauche à droite ou quelques impôts indirects, mais c'est surtout pour pouvoir avoir droit aux bénéfices. Et quand vous avez 100 ou 110 millions de bénéfices avec un client solvable qui est EDF, par ailleurs, vous voyez ce que ça veut dire. Et on n'a même pas là-dedans intégré le business plan de l'hydrogène. Parce que je vous signale que l'hydrogène aujourd'hui, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, marché de l'hydrogène, vous verrez, ça explose dans tous les sens possibles et imaginables. Et il y a des pays qui ont dit, l'Allemagne, le Japon et quelques autres, ils ne veulent pas de l'hydrogène qui va être électrolysé avec de l'électricité provenant du nucléaire. Je suis en contact avec les Allemands, les Japonais, les Japonais d'ailleurs ont construit un bateau qui est capable de prendre de l'hydrogène liquéfié à moins de 253 degrés centigrades pour pouvoir, comment dirais-je, transporter l'hydrogène. Et l'un de mes rêves,
parce qu'on parle de développement de la Guadeloupe, et moi je dis toujours, la Guadeloupe, si elle n'exporte pas, enfin elle peut produire bien évidemment, mais si une grosse partie de cette production peut aller partout, voilà, et bien on a ça aujourd'hui à notre portée, sans avoir besoin de personne. Parce que bien évidemment, vous pensez bien que des ingénieurs guadeloupéens de tout type, de partout dans le monde, m'ont appelé, demandent à être dans le projet. D'ailleurs, ils sont déjà prépositionnés dans l'unité industrielle qui va être montée. Il y en a même un, donc, je ne dirai pas le nom, mais qui travaille sur les turbines et les alternateurs chez Alstom qu'on doit mettre en place, géothermie bruyante, de par ailleurs. Qu'attendez-vous de nos élus, des collectivités et plus généralement des pouvoirs publics? Rien. Rien. Je l'ai vu venir. Rien du tout. Rien. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Derrière cette ambition, Gérald Bougré, il y a donc la volonté de créer des emplois et tendre vers l'indépendance énergétique de la Guadeloupe. Ouais. Ouais. Mais avant ça, permettez-moi de parler de quelque chose qui m'insupporte terriblement. La misère sociale et la pauvreté qui est en Guadeloupe. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit « vous êtes des Qataris en puissance » et je vous ai emmené les chiffres, hein, ça tient sur une demi-page, la pauvreté et la misère sociale qui est en Guadeloupe, que je connais moi parfaitement, je suis originaire d'une commune, Petit Canal, et je sais ce que c'est que d'être originaire d'une famille modeste, et que ça perdure autant de temps dans les conditions X. Moi je ne cherche pas à dire c'est la faute à X, la faute à Y, vous êtes. Le constat, il est ce qu'il est. Et ce qui m'a surpris lors des dernières élections, c'est qu'on a parlé de plein de choses. Je n'ai pas vu de projet de développement par ailleurs, et j'ai surtout pas vu comment sur une île de 1700 km² avec 397 000 habitants, je crois, ou 390 000, vous pouvez penser à un développement avec 40%. L'INSEE dit 40%. Moi, je suis sûr qu'il y a ces 50-60% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est pas possible parce que, en fonction du type de développement, quel que soit le type de développement que vous allez avoir, les clients, c'est bien la population pour la plupart, etc. Et si ces personnes-là vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté et ont déjà des difficultés pour vivre tous les jours, comment ils vont faire pour acheter vos produits ? C'est pas possible. Donc il faut trouver le moyen légal, normal, logique pour augmenter le pouvoir d'achat des plus démunis et des plus pauvres. Ce pourquoi nous on a travaillé à des solutions et c'est d'autant plus facile que vous savez d'où va venir l'argent qui va vous permettre de les financer. Parce que je vous l'ai dit, avec les retours sur investissement qu'on a, on peut largement prévoir d'avoir un ou plusieurs fonds d'investissement, un ou plusieurs fonds de soutien de solidarité en complément de ceux qui existent. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que les autres nous versent pour pouvoir faire, puisque EDF paye à 60 jours. Donc la première fois, vous avez vos factures, et puis ensuite tout tombe comme il faut. Et je vous ai dit encore, dans les retours sur investissement, on n'avait même pas compté l'hydrogène. Et donc ça, pour moi, c'est la priorité absolue. Et j'ai trouvé un système qui va permettre de faire en sorte que, à partir de ces ressources, à partir de retours sur investissement, d'aider les personnes qui sont les plus démunies, les plus pauvres, à augmenter leur pouvoir d'achat de manière sécurisée. Pas pour donner de l'argent aux gens, moyennant un dispositif qu'on va mettre en place en termes de logiciel. Des personnes auront un dispositif qui leur permettront d'acheter, s'ils ont besoin, 1 kilo de viande. Si vous êtes originaire de Port-Louis, par exemple, il y a un dispositif qui est mis en place. La personne en question a besoin d'1 kilo de viande, elle va acheter, il y a un groupement de pêcheurs, un groupement d'agriculteurs, un groupement d'agriculteurs, elle va avec sa carte voir le groupement en question, achète au groupement en question, et ainsi de suite. Donc automatiquement, et ces cartes sont abonnées par un fonds d'investissement, un fonds de soutien de solidarité, qui leur permettent, qui sont bien évidemment, qui proviennent de nos ressources qu'on exploite, et qui peuvent permettre de développer, de sortir quelqu'un de la misère sociale et de la pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté, et en même temps d'aider à ce que la pêche, l'agriculture et l'élevage puissent tenir dans les conditions que vous le savez, où on importe je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, et qui mettent tous les agriculteurs, les pêcheurs et autres en difficulté. Une des manières de le faire, c'est prévu dans notre projet. D'autre part, quand vous avez pendant 15-20 ans de ce niveau de retour sur investissement, vous pouvez aussi prévoir, parce qu'on parle beaucoup, notamment pour les jeunes, des problèmes qu'ils ont. Là, les jeunes ont souvent des contrats d'insertion, mais les contrats d'insertion, on multiplie les CDI, les CDD, etc. Nous, on a prévu, dans le Nord-Grand-Terre notamment, de mettre en place un certain nombre de grands projets structurants, notamment avec Victor Jean-Noël, qui va permettre déjà d'absorber une grosse partie du problème, de ce problème avec des jeunes qui vont pouvoir avoir
des contrats à durée indéterminée, parce que les projets qui seront mis en place vont démarrer avec nos propres sous et vont durer, comme ce sont des projets structurants, relativement longtemps dans le temps pour leur permettre de prévoir d'avoir une vie de famille, d'avoir un CDI qui permet de... Et les projets en question, ils sont des ingénieurs guadeloupéens, sont déjà en train de travailler dessus. Victor Jean-Noël, pour le citer de lui, pour la partie consistant à mettre en place un certain nombre de... il faut le dire, on va organiser un certain nombre de régates. Okay. On revoit les infrastructures portuaires de Port-Louis. Okay. Parce que vous savez que la route du Rhum, moi je n'ai jamais vu le business plan de la route du Rhum. Parce que c'est toujours le problème. Enfin, l'un des gros problèmes, c'est qu'on met de l'argent dans des infrastructures, dans des organisations, dans des événements, mais après, il faut des indicateurs de suivi pour dire, bon, j'ai donné 1 euro pour ça, et 6 mois après, on a un suivi qui dit, voilà, ça a rapporté tant, peut-être en revenu social, peut-être parce que tout n'est pas chiffrable en termes d'argent, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien avoir créé des emplois, bon, et puis... Et donc, du coup, sur ces bases-là, on est en train de travailler sur un tracé qui va faire qu'une régate va partir après avoir refait les infrastructures de Port-Louis. On est en train de discuter avec la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre là-dessus, faire le tour des Caraïbes, revenir à Port-Louis la première année. Deuxième année, on fait la même chose sur Anse-Bertrand et on va au Ghana par ailleurs. Parce que pour moi, l'Afrique, c'est la suite des événements d'un point de vue économique, sociaux et autres pour la Guadeloupe et autres. Et la même chose pour le Moule. Et on va finir avec un grand projet de pont périphérique autour de la Guadeloupe. Parce que les gens oublient que les familles guadeloupéennes, si vous avez 5 personnes qui sont adultes, elles vont vouloir 5 voitures. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça sera comme ça. En tout cas, on a noté vos grandes ambitions pour le pays. C'est pas mes grandes ambitions, c'est les Guadeloupéens. Moi, je fais mon travail, je leur passe, je les informe sur ce qui existe, comment ils peuvent s'y intégrer. Et voilà, c'est le minimum que quelqu'un qui a vécu ici, j'ai vécu ici, je suis Guadeloupéen, peut faire pour son île. Parfait. Merci à vous, Gérald de Bougré, d'avoir été notre invité. Pas de problème, je vous remercie, M. Fonderet. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour une nouvelle édition de Franc-Parler sur votre chaîne locale. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.